J'ai entendu mon père dire à mon frère, ne t'inquiète pas, nous ferons payer ta sœur. Je me suis éloigné et j'ai déplacé tout mon argent cette nuit-là. Je m'appelle Sophie et à 28 ans, je pensais savoir ce que ressentait la trahison. Ayant grandi comme l'enfant responsable qui a travaillé à 2 emplois pendant ses études universitaires, tandis que mon jeune frère Théo recevait tout sur un plateau, j'ai beaucoup appris sur l'injustice. Mais rien ne m'avait préparé à cette nuit où j'ai surpris mon père dire à mon frère, ne t'inquiète pas. Nous ferons payer ta sœur pour tout. Leur plan a brisé mon monde. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne les laisserai pas me prendre un seul centime. Avant de plonger dans cette histoire déchirante, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti trahi par les personnes qui auraient dû le plus vous protéger. J'ai grandi dans un quartier de banlieue de la classe moyenne en Bretagne. Mon père travaillait comme comptable dans une entreprise locale et ma mère était vendeuse dans un grand magasin du centre commercial. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille française parfaite, avec notre modeste maison à 2 étages, notre pelouse bien entretenue et nos vacances annuelles d'été à la plage. Mais à l'intérieur de ces 4 murs, une réalité différente existait. En tant qu'aîné, j'ai toujours été soumise à des normes impossibles. Mes parents attendaient de moi un comportement parfait et une responsabilité mature dès le moment où j'ai pu comprendre les instructions. Lorsque je rentrais à la maison avec un bien, mon père demandait pourquoi ce n'était pas un très bien. Quand j'ai remporté la 2e place à la foire scientifique en 4e année, ma mère se demandait à voix haute pourquoi je n'avais pas pu travailler plus dur pour la 1re place. Puis vint Théo, mon frère, qui avait 5 ans de moins que moi. Dès le jour où mes parents l'ont ramené de l'hôpital, il était clair qu'il serait traité différemment. Pendant que j'avais des meubles blancs simples dans ma chambre, Théo a eu un lit de voiture de course peint sur mesure et des murs recouverts de décalcomanie coûteuse. Alors que je recevais des cadeaux pratiques comme des vêtements et des livres. Théo déballait les derniers jeux vidéo, jouets et gadgets. Ton frère est encore petit, expliquait ma mère lorsque je m'interrogeais sur les disparités. Les garçons ont besoin de plus d'encouragement, ajoutait mon père. Comme si le fait d'être une fille me rendait naturellement plus résiliente à la déception et à la négligence. À 10 ans, j'étais responsable de faire la vaisselle, d'aider au linge et de garder ma chambre impeccable. Théo, quant à lui, laissait traîner des jouets et des emballages de collation dans toute la maison sans conséquence. Juste ramasse après lui, soupira ma mère quand je me plaignais. Il est juste en train d'être un garçon. Quand j'ai eu 12 ans, des tâches de garde d'enfants ont été ajoutées à ma liste de responsabilités. Je suis devenue la gardienne non rémunérée chaque fois que mes parents sortaient dîner ou voir des amis. Tu es si mature pour ton âge, disait-il, comme s'il s'agissait d'un compliment plutôt qu'une attente qu'il m'avait imposée. Noël de mes 14 ans reste particulièrement douloureux dans ma mémoire. Je demandais un ordinateur portable pour l'école depuis des mois, recherchant des options abordables et expliquant comment cela m'aiderait dans mes devoirs. Le matin de Noël, j'ai déballé un ordinateur portable d'occasion qui fonctionnait à peine. 2 heures plus tard, Théo a déchiré l'emballage d'un nouvel ordinateur de jeu qui coûtait 3 fois plus cher que ce que j'avais demandé. Ton frère en a besoin pour ses jeux, expliqua mon père en voyant mon expression. Et tu sais, ces jeux aident à la coordination œil-main et à la résolution de problèmes. Et mon éducation ? Et mes besoins ? Ces questions sont restées sans réponse car je connaissais déjà les réponses. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon premier emploi dans une épicerie locale, travaillant les week-ends et pendant les vacances d'été. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de mon propre argent. J'ai regardé Théo recevoir des allocations généreuses pour le simple fait d'exister, tandis que je devais travailler 20 heures par semaine pour me permettre les produits de première nécessité qu'il me fournissait gratuitement. Cela forge le caractère, a dit mon père à propos de mon travail, me tapotant l'épaule comme s'il me rendait service en me forçant à une vie adulte précoce. Le lycée a apporté encore plus de disparités. Quand j'ai eu besoin d'argent pour un voyage scolaire à Washington DC avec ma classe d'histoire, mes parents m'ont dit d'utiliser mes économies. 6 mois plus tard, ils ont payé pour que Théo assiste à un camp informatique de 2 semaines qui coûtait 2 fois plus cher. Ton frère a besoin de ces opportunités pour son avenir, expliquait ma mère. Apparemment, mon avenir ne valait pas le même investissement. Le schéma s'est poursuivi à travers chaque anniversaire, chaque fête, chaque étape importante. Théo recevait des célébrations et des récompenses, tandis que je recevais des attentes et des responsabilités. Mes réalisations étaient accueillies par des hochements de tête et des reconnaissances rapides.
Ses réalisations médiocres étaient célébrées par des fêtes et des cadeaux coûteux. Ce qui faisait le plus mal, ce n'étaient pas les différences matérielles, bien qu'elles soient considérables. C'était l'investissement émotionnel que mes parents ont investi dans Théo tout en me laissant me débrouiller seul. Ils ont assisté à tous ces matchs de soccer, encourageant bruyamment depuis les lignes de touche, mais ont manqué mon initiation à la société d'honneur parce que quelque chose était arrivé au travail. Ils ont encadré ses certificats de participation et ses projets artistiques du collège, tandis que mes prix académiques prenaient la poussière dans un tiroir. Malgré tout cela, j'ai regardé Théo se transformer d'un enfant gâté en un adolescent prétentieux. Il s'attendait à ce que les choses soient faites pour lui, avait des crises de colère quand on lui disait non et a développé un manque d'empathie préoccupant pour les autres. À 18 ans, il pouvait à peine faire sa propre lessive ou préparer un repas simple. Mes parents en riaient comme du comportement typique d'un garçon et ont continué à le dorloter. Pendant ce temps, je me suis retiré de plus en plus en moi-même, construisant des murs autour de mon cœur et me concentrant sur la seule chose que je pouvais contrôler, mon propre avenir. J'ai étudié plus fort que quiconque dans ma classe, j'ai rejoint tous les clubs académiques qui pouvaient améliorer mes candidatures universitaires et j'ai travaillé ces quarts de travail à l'épicerie avec détermination, économisant chaque euro que je pouvais. Pourquoi dois-tu toujours être si sérieuse ? Demandait ma mère quand je refusais des invitations à des soirées cinéma familiales parce que j'avais besoin d'étudier. Tu vas manquer ces années une fois qu'elles seront passées, commentait mon père lorsque je choisissais des quarts de travail plutôt que des rassemblements familiaux. Ils n'ont jamais compris que j'avais déjà manqué l'expérience familiale qu'ils avaient donnée gratuitement à Théo. Je n'étais pas leur enfant de la même manière que lui. J'étais leur responsabilité, leur aide, leur plan de secours, jamais leur priorité. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, j'avais déjà accepté que mon succès serait toujours considéré comme attendu plutôt qu'exceptionnel. Alors que je me tenais sur le podium pour prononcer mon discours sur la persévérance et le travail acharné, j'ai regardé ma famille dans le public. Mes parents étaient là, bien sûr, mais je les ai surpris en train de piquer Théo pour qu'il fasse attention plutôt que de me regarder avec fierté. Ce soir-là, alors que les parents et les voisins me félicitaient, je me suis fait une promesse silencieuse. Je construirai une vie si réussie, si indéniablement impressionnante que même mes parents devraient reconnaître ma valeur. Pas parce que j'avais encore soif de leur approbation, mais parce que j'avais besoin de me prouver que je n'étais pas l'idée secondaire qu'ils m'avaient fait ressentir pendant 18 ans. Je ne savais pas que cette décision me mènerait finalement à la trahison la plus douloureuse de toutes et, finalement, à ma liberté. L'été après l'obtention de mon diplôme d'études secondaires s'est déroulé dans un tourbillon de longs quarts de travail à l'épicerie et de préparatifs pour l'université. J'avais été accepté dans une université d'État respectée avec une bourse académique partielle qui couvrait environ 40% de mes frais de scolarité. C'était une réalisation dont j'étais fier, mais qui laissait encore un écart financier important à combler. Nous devons parler de l'université, a dit mon père un soir de juillet, m'appelant dans son bureau à domicile. Ma mère était assise à côté de lui, son expression prudemment neutre. J'avais toujours su que cette conversation allait arriver. Pendant des années, mes parents avaient fait des références vagues à l'aide à mon éducation. Mais assise en face d'eux ce soir-là, j'ai regardé leurs regards échanger avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. Nous avons examiné nos finances, a-t-il commencé en fouillant dans ses papiers sur son bureau. Nous avons déterminé que nous ne pouvons pas contribuer à vos frais universitaires. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, bien que je m'y attendais à moitié. Ce qui a suivi a été encore plus douloureux. Nous devons économiser pour l'éducation de Théo, a ajouté ma mère doucement. Tu sais à quel point ces programmes d'informatique sont prestigieux. Ils coûtent une fortune. Théo était encore à 3 ans de l'université, et pourtant son éducation prenait déjà la priorité sur la mienne. Je comprends, ai-je dit. Parce que qu'autrement aurais-je pu dire ? Discuter ne changerait rien. Pleurer ne leur donnerait que la satisfaction de me voir craquer. Au lieu de cela, j'ai posé des questions pratiques sur les formulaires d'aide financière et les prêts étudiants, prenant des notes comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'une autre trahison parentale. Ce soir-là, j'ai révisé mon tableur budgétaire et postulé à toutes les bourses supplémentaires que j'ai pu trouver. J'ai également postulé à 3 autres emplois à temps partiel près du campus, sachant que je devrais travailler au moins 20 heures par semaine pour me permettre les livres, le logement et la part des frais de scolarité que ma bourse ne couvrait pas. En septembre, j'avais obtenu 2 emplois, l'un à la bibliothèque universitaire, travaillant 15 heures par semaine, et l'autre dans un café près du campus pour les week-ends.
Entre les cours, le travail et les études, j'ai fait en moyenne environ 5 heures de sommeil par nuit ce premier semestre. Ma petite chambre d'étudiant est devenue mon sanctuaire. Le premier espace qui était vraiment le mien. Je l'ai décoré sobrement avec des trouvailles d'occasion et je me suis concentré sur la création d'un environnement paisible pour le peu de temps que j'y passais réellement. Ma colocataire Alice est rapidement devenue une amie, s'inquiétant souvent de mon emploi du temps punitif. « Tu ne peux pas tenir ça pendant 4 ans », m'a-t-elle averti une nuit alors qu'elle me trouvait en train d'étudier à 3 heures du matin après un quart de fermeture au café. « Regarde-moi », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon manuel. L'épuisement était réel. Il y avait des matins où j'avais à peine la force de sortir du lit. Des nuits où je m'endormais avec le visage pressé contre le clavier de mon ordinateur portable. J'ai attrapé tous les rhumes qui circulaient dans les dortoirs cet hiver-là, mon système immunitaire affaibli par le stress et le manque de sommeil. Mais je n'ai jamais manqué un cours, jamais rendu un devoir en retard, jamais échoué à un examen et, surtout, jamais demandé un seul euro à mes parents. Ils appelaient occasionnellement pour de brèves conversations qui portaient principalement sur les dernières réalisations de Théo. Il avait intégré l'équipe de soccer universitaire. Il avait été sélectionné pour un programme avancé d'informatique. Il avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses projets scolaires. Nous venons de lui acheter le dernier MacBook Pro, a partagé ma mère lors d'un appel. Ça a coûté une petite fortune, mais ton père dit que c'est un investissement dans son avenir. J'ai pensé à mon propre vieil ordinateur portable tenu ensemble avec du ruban adhésif, mais je n'ai rien dit. Au cours de ma 2e année, j'ai choisi comme majeur la finance, découvrant une véritable passion pour le sujet au-delà de ses perspectives de carrière pratique. Les chiffres avaient du sens pour moi. Les modèles financiers ne favorisaient personne et ne changeaient pas les règles. Il y avait une clarté et une équité dans le monde de la finance que je n'avais jamais connu dans ma vie familiale. J'ai excellé dans mes cours, gagnant le respect de professeurs qui ont commencé à me conseiller et à me recommander pour des stages. L'été après ma 3e année, j'ai décroché un stage convoité dans une société financière à Paris. Le poste payait suffisamment pour me permettre de louer un petit sous-location et d'économiser un petit montant, un premier avant-goût de l'indépendance financière que je convoitais. Ce stage a tout changé. Mes performances ont impressionné la direction générale, qui m'a offert un poste à temps plein à l'obtention de mon diplôme avec un salaire de départ qui semblait astronomique pour quelqu'un qui comptait des sous depuis des années. Lorsque j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, leur réponse a été de manière prévisible peu enthousiaste. « Ça a l'air bien, chérie », a dit ma mère. Oh, avant que j'oublie, Théo a été accepté dans ce programme d'été d'informatique à Polytechnique. Nous sommes si fiers de lui. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études avec mon diplôme en finance, j'avais travaillé des milliers d'heures dans plusieurs emplois, contracté le minimum de prêts étudiants possible et obtenu un poste qui me permettrait de rembourser ces prêts en 2 ans si je vivais frugalement. À 22 ans, j'ai déménagé à Paris et j'ai commencé ma carrière en toute conscience. Mon petit studio était un luxe comparé aux dortoirs partagés et aux sous-locations d'été auxquels je m'étais habitué. Pour la première fois, j'ai pu acheter des produits d'épicerie sans vérifier les prix de chaque article, et m'offrir occasionnellement de petites indulgences comme un café à emporter ou un nouveau livre. J'ai ouvert plusieurs comptes d'épargne, chacun avec des objectifs spécifiques, fonds d'urgence, remboursement de prêts étudiants, future maison, acompte. Chaque chèque de paie était méticuleusement alloué, la majeure partie allant à l'épargne plutôt qu'aux dépenses. Les habitudes de frugalité acquises pendant les études universitaires n'étaient pas facilement brisées. Même si mes revenus augmentaient, mon travail acharné à la société financière a rapidement payé. Je me suis porté volontaire pour des projets difficiles, j'ai travaillé plus longtemps que nécessaire et j'ai constamment dépassé les indicateurs de performance. Ma première promotion est arrivée après 18 mois, suivie d'une autre 1 an plus tard. Chaque pas sur l'échelle d'entreprise signifiait une responsabilité accrue, mais aussi une rémunération et des avantages accrus. À 26 ans, j'avais remboursé mes prêts étudiants en totalité, constitué un fonds d'urgence de 6 mois et commencé à investir agressivement pour la retraite. À 27 ans, j'avais économisé suffisamment pour un acompte sur un petit condo, mais bien situé, d'une chambre à Montmartre. Le jour où j'ai signé ces actes de prêt hypothécaire a été peut-être le moment dont j'ai été le plus fier dans ma vie. J'avais une maison qui était vraiment la mienne, achetée avec l'argent que j'avais gagné grâce à des années de sacrifice et de détermination. Au fil des ans, ma relation avec ma famille est restée distante mais cordiale. J'appelais pour les anniversaires et les fêtes importantes.
j'envoyais des cadeaux appropriés pour Noël et les anniversaires. J'ai rendu visite à ma famille en Bretagne 1 ou 2 fois par an pour des visites brèves, souvent gênantes, où la conversation tournait autour de Théo et de ses projets. Théo avait finalement fait des études universitaires, bien que pas le prestigieux programme d'informatique que mes parents avaient anticipé. Après des notes moyennes au lycée, il s'était contenté de la même université d'État que j'avais fréquentée, bien qu'avec le soutien financier total de mes parents. D'après ce que j'ai compris lors de ces conversations familiales guindées, il a changé de majeur 3 fois, a pris 5 ans pour obtenir un diplôme en commerce général et est retourné vivre chez ses parents par la suite, soi-disant pour réfléchir à ses prochaines étapes. À 28 ans, j'avais construit la vie indépendante que je m'étais promise adolescente. J'avais la sécurité financière, le succès professionnel, ma propre maison et un petit cercle d'amis fidèles qui était devenu ma famille choisie. J'avais prouvé que je pouvais survivre et prospérer sans le soutien qui avait été si librement accordé à mon frère. Et puis vint cette visite fatidique chez mes parents ce week-end d'avril qui allait tout changer. C'était le 55e anniversaire de ma mère qui m'a ramené en Bretagne ce week-end d'avril. Malgré notre relation compliquée, je n'avais jamais manqué de reconnaître son anniversaire avec au moins une carte et un cadeau. Cette année, j'avais décidé de faire le voyage, en partie par obligation, et en partie parce que cela faisait presque 8 mois depuis ma dernière visite. Je suis arrivé vendredi soir avec un sac à main coûteux dont ma mère parlait depuis des mois, joliment emballé avec une carte exprimant plus de chaleur que je ne ressentais habituellement. Mon père m'a salué avec sa politesse distante habituelle, m'offrant une brève accolade avant de retourner au match de rugby à la télévision. « Sophie, tu es enfin arrivée », a dit ma mère en acceptant le cadeau avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Théo est là depuis jeudi. Bien sûr qu'il l'était. Théo, maintenant âgé de 23 ans, vivait toujours à la maison malgré l'obtention de son diplôme universitaire l'année précédente. Il est sorti de la cuisine avec une bière à la main, semblant pratiquement inchangé par rapport à ma dernière visite. Ses vêtements de marque et sa nouvelle montre intelligente suggéraient qu'il ne luttait pas financièrement malgré son manque d'emploi stable. Le drone de bureau est de retour, a-t-il dit en guise de salutation, avec un léger sourire narquois. Comment est la vie dans la grande ville, ma sœur ? Occupée, mais bien, ai-je répondu neutrement, ayant appris il y a longtemps que le partage des détails de mon succès ne menait qu'à des silences gênants ou à des changements rapides de sujet. Le dîner ce soir-là fut un exercice familier de discussion sur la vie et les réalisations de Théo, aussi maigre soit-elle. Il avait postulé à quelques postes dans des entreprises technologiques, mais était sélectif quant à ses options. Il avait rejoint une ligue de football récréatif. Il envisageait de suivre un programme intensif de codage qui lancerait vraiment sa carrière. Le programme coûte 12 000 €, a mentionné ma mère, mais ton père et moi pensons que c'est un investissement valable. J'ai hoché la tête et j'ai pris une autre bouchée de lasagne, pensant à la façon dont ils avaient hésité à contribuer même une fraction de ce montant à mon éducation universitaire. Après le dîner, Théo est parti retrouver des amis dans un bar local pendant que j'aidais ma mère à nettoyer la cuisine. Nous avons bavardé de ses amis, de ses activités de club de jardinage, du nouveau projet de rénovation des voisins. C'était la conversation superficielle d'amis plutôt que la discussion intime d'une mère et d'une fille. Nous célébrerons correctement demain, a-t-elle dit en essuyant les comptoirs. J'ai des réservations chez Giovanni pour 18 h. Giovanni était le restaurant le plus cher de la ville, un endroit réservé aux occasions vraiment spéciales. J'ai de nouveau hoché la tête, sachant que je devrais contribuer de manière significative à la facture, malgré le fait que mes parents avaient fait la réservation. À 22h30, la maison était silencieuse. Mes parents s'étaient retirés dans leur chambre, et je m'étais installé dans ma chambre d'enfance, maintenant transformée en chambre d'amis générique, débarrassée de toute trace de mon adolescence. Théo n'était pas encore rentré de sa soirée. Incapable de dormir dans le lit inconnu, j'ai décidé de descendre prendre un verre d'eau. La maison était sombre alors que je descendais silencieusement les escaliers, veillant à éviter la 3e marche qui grinçait toujours. Alors que j'approchais de la cuisine, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivie de voix étouffées. Théo était rentré, et il semblait que mon père s'était levé pour lui parler. Je me suis figé dans le couloir, ne voulant pas interrompre ce qui ressemblait à une conversation sérieuse. J'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai entendu mon nom mentionné. Sophie n'a pas besoin de savoir, disait mon père, sa voix basse mais claire dans la maison silencieuse. Ça reste entre nous. J'aurais dû partir alors.
Une partie de moi savait que quoi que j'allais entendre changerait les choses de manière irrévocable, mais je suis resté figé sur place, caché dans les ombres du couloir. Qu'est-ce qui est si grave? Demanda mon père. Théo soupira lourdement. Environ 40 000 € maintenant. Les sites de poker en ligne, les cartes de crédit. Tout s'est accumulé plus vite que je ne le pensais. Mon souffle s'est coupé. 40 000 € de dettes. Comment avait-il réussi cela tout en vivant gratuitement chez nos parents? Christ, Théo, marmonna mon père. Ta mère ne connaît pas le montant total. Elle pense que c'est la moitié de ça. Je sais, répondit Théo, son ton prenant la tournure suppliante que je reconnaissais depuis l'enfance quand il voulait éviter les conséquences. J'ai fait une erreur, papa. Mais j'ai appris ma leçon. Je le jure. Il y eut une longue pause avant que mon père ne reprenne la parole. Écoute, ne t'inquiète pas. Nous ferons payer ta sœur pour tout. Les mots m'ont frappé. Comme un coup physique. Je me suis pressé contre le mur, n'osant presque pas respirer. Sophie, demanda Théo, semblant confus mais pas opposé. Comment? Elle a ce beau travail à Paris, ce condo. Elle a de l'argent, continua mon père. Et elle doit à cette famille après tout ce que nous avons fait pour elle. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi, mon esprit a vacillé devant l'audace de cette déclaration. Nous lui dirons que nous voulons lancer une entreprise familiale, expliqua mon père, sa voix prenant ce ton confiant qu'il utilisait pour décrire un plan. Quelque chose sur l'investissement dans l'immobilier ou une opportunité de franchise. Quelque chose qui semble suffisamment légitime pour qu'elle veuille en faire partie. Tu penses qu'elle nous donnera simplement 40 000 €? Théo semblait sceptique. Pas donné. Investir, corrigea mon père. Nous lui ferons contracter un prêt en son nom. Avec sa cote de crédit et ses revenus, elle se qualifiera facilement. Nous lui promettrons des rendements, un partenariat, tout ce qu'il faudra. Je me sentais physiquement malade. Il prévoyait de me frauder, de m'endetter pour renflouer Théo de sa dépendance au jeu et de ses dépenses irresponsables. Et si elle demande à voir les plans d'affaires ou veut consulter ses conseillers financiers? Demanda Théo. Mon père eut un petit rire. Tu connais ta sœur. Toujours si désespérée d'obtenir l'approbation familiale. Nous lui dirons que c'est sa chance de participer enfin à quelque chose d'important avec la famille. Cet angle émotionnel brouillera son jugement. J'ai entendu des pas dans les escaliers à ce moment-là et la voix de ma mère s'est jointe à la conversation. De quoi discutez-vous si tard? A-t-elle demandé, son ton suggérant qu'elle savait déjà. Juste en discutant du plan pour Sophie, répondit mon père. Oh, a dit ma mère, sa voix baissant. Théo t'a parlé de la carte de crédit supplémentaire? Oui, mon père semblait résigné. 40 000 € au total. Ma mère soupira. Eh bien, Sophie a l'obligation d'aider son frère. La famille est de la famille. Elle a bien réussi pour elle-même, et il est temps qu'elle contribue en retour. Exactement, concorda Théo. Sa voix soudainement animée. Elle parle toujours de son travail, de son condo. Elle peut se le permettre. Elle sera là tout le week-end, a dit mon père. Je vais aborder l'idée de l'entreprise demain après le dîner. Planter la graine. Nous pouvons travailler sur elle au cours des prochains mois. Lui faire signer les papiers du prêt avant l'été. Elle veut toujours se sentir incluse, ajouta Théo avec un rire qui me donnait la chair de poule. Elle va probablement sauter sur l'occasion de participer enfin à l'entreprise familiale. J'en avais entendu assez. Me déplaçant aussi silencieusement que possible, je me suis retiré à l'étage et retourné dans la chambre d'amis, fermant la porte sans un bruit. Je me suis assise sur le bord du lit, mes mains tremblant alors que l'impact complet de ce que je venais d'entendre me frappait. Ma famille, les gens qui auraient dû me protéger, complotaient plutôt pour m'utiliser, pour me charger de dettes, pour sauver mon frère de son désastre financier qu'il s'était créé lui-même. Ils en discutaient si facilement, si avec confiance, comme si mon exploitation était leur droit. J'ai pensé à toutes les années où j'avais travaillé plusieurs emplois, aux nuits où j'étais allé me coucher affamé pour économiser de l'argent, aux innombrables sacrifices que j'avais faits pour me bâtir une sécurité financière. Et ils prévoyaient de tout prendre avec un stratagème manipulateur. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier espoir persistant que ma famille pourrait un jour voir ma valeur,
pourraient un jour me traiter avec le même soin qu'ils avaient toujours montré. Théo a complètement disparu. Alors que j'étais assise dans la chambre sombre qui ne contenait plus aucune trace de mon enfance, j'ai su avec une certitude absolue ce que je devais faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu, sachant ce que je savais maintenant? Au lieu de cela, je me suis assise en tailleur sur le lit de la chambre d'amis, mon ordinateur portable ouvert, et j'ai méthodiquement passé en revue ce qui devait être fait. Mon esprit semblait étrangement calme, fonctionnant avec une clarté qui ne vient que dans les moments de crise. Le choc et la douleur étaient là, tapissant sous la surface, mais je les ai écartés pour me concentrer sur ma propre protection. D'abord, j'ai revu ma situation financière. Mes économies étaient substantielles, mais réparties sur plusieurs comptes. Mes investissements se portaient bien, mais entraînaient des pénalités s'ils étaient liquidés tôt. Mon condo avait pris de la valeur, mais y accéder aurait nécessité un nouveau financement. Je devais m'assurer que tout était sécurisé et inaccessible à ma famille. Ensuite, j'ai considéré l'aspect personnel. La finalité de ce que j'étais sur le point de faire pesait lourdement sur moi. Ce ne serait pas une distance temporaire ou une période de refroidissement. Ce serait une rupture fondamentale des liens familiaux. Étais-je prête pour cela? J'ai pensé à mon enfance, aux innombrables instances de favoritisme, au dédain pour mes réalisations, à l'attente constante que je me débrouille seul pendant que Théo recevait tout. J'ai pensé à l'université, me tuant à la tâche pendant que mes parents finançaient l'éducation de Théo sans poser de questions. J'ai pensé à tous les anniversaires et fêtes où mes cadeaux étaient des réflexions pratiques tardives, tandis que Théo recevait exactement ce qu'il voulait. Et maintenant, la trahison ultime, planifiant de me charger de dettes, pour couvrir ses pertes de jeu et ses dépenses extravagantes, utilisant mon désir de connexion familiale contre moi. Oui, j'étais prête à couper les ponts. J'étais déjà seul de toutes les manières qui comptaient pour la majeure partie de ma vie. J'ai ouvert mon sac et j'ai calmement rassemblé les quelques affaires que j'avais apportées pour le week-end. J'ai refait mes trousses de toilette, plié mes vêtements et fermé ma valise sans faire de bruit. J'ai laissé le cadeau de ma mère sur la commode. Malgré tout, je ne reprendrai pas un cadeau une fois donné. Sur un bloc-notes d'hôtel que j'avais apporté de mon dernier voyage d'affaires, j'ai écrit une brève note. Urgence au travail. J'ai dû rentrer à Paris immédiatement. Joyeux anniversaire, maman. Pas d'excuses, pas d'élaboration. Il penserait que je suis parti le matin, me donnant de précieuses heures avant qu'il ne réalise que j'étais parti. Puis je me suis installé pour attendre. Il fallait que la maison soit profondément endormie avant que je ne passe à l'action. À 2h30 du matin, j'ai enfin entendu Théo rentrer d'où qu'il soit allé après sa conversation avec nos parents. Ses lourdes pas sont passées devant ma porte, suivies du bruit de sa porte de chambre se fermant et se verrouillant. À 3h, la maison était silencieuse, à l'exception du ronflement lointain de mon père. J'ai pris ma valise, j'ai glissé mes pieds dans mes chaussures et j'ai doucement ouvert la porte de la chambre d'amis. Le couloir était sombre, mais je connaissais cette maison suffisamment bien pour naviguer sans lumière. Je me suis faufilé dans les escaliers, en évitant la 3e marche qui grinçait, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Pendant un instant, j'ai hésité dans l'entrée, regardant en arrière la maison sombre qui n'avait jamais vraiment été une maison pour moi. C'était probablement la dernière fois que je me tenais ici. Cette pensée n'apportait aucune tristesse, seulement un sentiment de libération tardive. Je me suis glissé par la porte d'entrée, la fermant doucement derrière moi. Ma voiture de location était garée dans l'allée, et j'ai remercié mon moi antérieur d'avoir choisi de louer une voiture plutôt que de laisser mes parents venir me chercher à l'aéroport comme ils l'avaient proposé. La nuit était fraîche et claire alors que je quittais ma maison d'enfance pour la dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière dans le rétroviseur. J'ai réservé dans un hôtel d'aéroport à 20 minutes de là, choisissant une chaîne nationale où je pouvais gagner des points sur ma carte de crédit. Le réceptionniste de nuit a à peine levé les yeux de son téléphone pendant qu'il traitait mes informations et me remettait une carte clé. À 4h du matin, j'étais enfin dans une chambre d'hôtel propre et anonyme, prête à exécuter la prochaine phase de mon plan. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire principal. J'ai transféré la majeure partie du solde vers un compte secondaire dans une autre banque, une dont mes parents ignoraient l'existence. J'ai laissé juste assez dans le compte principal pour éviter les frais. Ensuite, j'ai appelé la ligne de service client 24H24 pour mes cartes de crédit.
J'ai signalé que je suspectais des tentatives de fraude potentielle en mon nom et j'ai demandé des mesures de sécurité supplémentaires. Pour ma carte principale, j'ai demandé un gel complet de toutes les nouvelles charges jusqu'à nouvel ordre, prétendant avoir perdu mon portefeuille. Cela entraînerait l'envoi d'une carte de remplacement à mon adresse de Paris, rendant ma carte actuelle inutilisable. J'ai envoyé un email à mon conseiller financier demandant un appel vidéo urgent le lendemain pour examiner l'ensemble de mon portefeuille et renforcer les mesures de sécurité sur tous les comptes. J'ai été vague sur les raisons, mais j'ai souligné l'urgence. Ensuite, j'ai rédigé un email à mon patron expliquant que j'avais besoin de prendre lundi et peut-être mardi comme jour personnel d'urgence. J'avais suffisamment de congés payés économisés et mon équipe pouvait gérer mes projets pendant quelques jours. Enfin, j'ai recherché un avocat à Paris spécialisé dans la sécurité financière et la protection de l'identité. J'ai trouvé un cabinet très bien noté qui offrait des consultations le week-end et j'ai envoyé une demande détaillée via leur site web. Au moment où j'ai terminé la matinée, la lumière filtrait à travers les rideaux de l'hôtel. J'étais épuisée mais trop nerveuse pour dormir. J'ai commandé le service en chambre pour le petit déjeuner et je me suis assise près de la fenêtre à regarder le lever du soleil tout en contemplant la nouvelle réalité que j'avais créée du jour au lendemain. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 9 heures. D'abord un SMS de ma mère demandant où j'étais allé, puis un autre plus préoccupé, puis des appels d'abord de sa part, puis de mon père. J'ai mis les notifications en silence sans lire ni écouter leurs messages. Vers 11 heures, j'ai quitté l'hôtel et je me suis dirigé vers l'aéroport. J'avais changé mon vol pour le premier disponible, payant les frais de changement sans hésitation. Alors que j'attendais à la porte, j'ai finalement pu me permettre de traiter ce qui s'était passé. La douleur était profonde, une douleur physique dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Pas parce que j'avais perdu quelque chose que je possédais, mais parce que j'avais finalement accepté que je ne l'avais jamais eu au départ. Ma famille ne m'avait jamais vu comme quelqu'un à aimer et à protéger, seulement comme une ressource à exploiter. J'ai embarqué dans mon vol pour Paris avec un étrange mélange de chagrin et de détermination. Au moment où l'avion a atterri à Roissy-Charles de Gaulle, j'avais fait la paix avec ma décision. Je me protégeais parce que personne d'autre ne le faisait. Alors que je déverrouillais la porte de mon condo ce soir-là, j'ai ressenti un profond sentiment de retour à la maison. Cet espace, acheté avec mon propre argent durement gagné, représentait tout ce que j'avais construit pour moi-même, malgré le manque de soutien de ma famille. J'ai laissé tomber ma valise dans l'entrée et je me suis déplacé dans les pièces familières, touchant les meubles et les biens qui étaient vraiment les miens. Puis j'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant l'air frais du soir traverser l'espace, chassant symboliquement les dernières traces de l'influence toxique de ma famille. Demain apporterait des défis pratiques, des réunions avec des conseillers financiers et des avocats, des mesures de sécurité à mettre en œuvre, une nouvelle vie à construire. Mais ce soir, dans la sécurité de ma propre maison, je me suis permis de ressentir toute la gamme d'émotions que j'avais refoulées. J'ai pleuré pour la petite fille qui n'avait jamais été assez. J'ai pleuré pour l'adolescente qui s'était tuée à la tâche, essayant de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pleuré pour la jeune femme qui avait obtenu un succès remarquable, pour que sa famille y voie une opportunité d'exploitation. Et puis, alors que les larmes se calmaient, j'ai ressenti un soulagement inattendu. L'effort constant de rechercher l'approbation de personnes incapables de la donner avait été épuisant. Maintenant que je connaissais la vérité sans aucun doute, je pouvais enfin arrêter d'essayer. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que depuis des années. Mon subconscient reconnaissant avant mon esprit éveillé que je m'étais enfin libéré d'une vie de dettes émotionnelles. Le dimanche matin, il y avait 27 appels manqués et 43 messages textes de ma famille. J'ai fait défiler sans lire, puis j'ai supprimé tout le fil de conversation. J'avais besoin de clarté et de distance pour exécuter mon plan, et leurs mots ne feraient qu'obscurcir mon jugement avec des émotions. Mon père avait également envoyé 3 emails, dont les lignes d'objet devenaient de plus en plus urgentes. Où es-tu maintenant? Besoin de discuter d'une urgence familiale. Et enfin, appel à la maison immédiatement. J'ai supprimé ces 2-là. Vers midi, j'avais parlé à ma conseillère financière, qui était alarmée par ma situation et m'a immédiatement recommandé des mesures de sécurité supplémentaires pour tous mes comptes. Nous avons mis en place des mots de passe verbaux, retiré mes parents comme contact d'urgence et discuté de la possibilité de geler mon crédit pour empêcher que des prêts non autorisés ne soient contractés en mon nom. C'est malheureusement plus courant que vous ne le pensez, m'a-t-elle dit. L'exploitation financière par la famille représente des milliards d'euros de pertes chaque année.
Vous avez eu raison d'agir rapidement. L'avocat que j'avais contacté a répondu à ma demande et a accepté une consultation vidéo cet après-midi-là. Elle était spécialisée dans les cas d'abus financiers familial et de prévention du vol d'identité. Pendant 90 minutes, elle a esquissé une stratégie complète pour protéger mes actifs et établir des limites juridiques avec ma famille. Documentez tout ce qu'elle vous conseille. Sauvegardez toutes les communications où ils discutent de cette opportunité d'affaires. Enregistrez les conversations si c'est légal dans votre État. Plus vous avez de preuves de leurs intentions, mieux vous serez protégé. Elle a également recommandé de déposer des rapports auprès des institutions financières et des bureaux de crédit, créant ainsi une piste papier qui rendrait difficile pour quiconque d'ouvrir des comptes ou de contracter des prêts en mon nom sans vérification approfondie. Dimanche soir, j'avais mis en œuvre la plupart de ces recommandations et je me sentais plus en sécurité dans ma situation financière, mais je savais que les confrontations émotionnelles restaient à venir. Lundi matin, j'ai pris le jour personnel que j'avais demandé et j'ai continué à sécuriser mes finances. J'ai transféré des comptes d'investissement vers de nouvelles institutions, changé tous mes mots de passe et mis en place une authentification à 2 facteurs surtout. J'ai mis à jour mon testament, retirant les membres de ma famille comme bénéficiaires et désignant plutôt des organisations caritatives. À midi, mon frère a envoyé un SMS, « Maman est vraiment contrariée. Qu'est-ce qui te prend ?» Je n'ai pas répondu. Lundi soir, les appels s'étaient étendus à la famille élargie. Ma tante Sophie, la sœur de mon père, m'a appelé pour me dire combien elle était déçue de mon comportement égoïste. Le frère de ma mère voulait savoir pourquoi j'abandonnais ma famille en période difficile. Des cousins à qui je parlais à peine depuis des années avaient soudainement des opinions fortes sur mon caractère et mes choix. Il est devenu clair que mes parents avaient perdu aucun temps à diffuser leur version des événements, la fille ingrate refuse d'aider son frère dans le besoin, puis coupe tout contact avec une famille aimante qui lui a tout donné. Au début, j'ai tenté d'expliquer brièvement mon point de vue, mais les réponses ont clairement montré que les esprits étaient déjà faits. La loyauté familiale était profonde et peu étaient intéressés à considérer que les gens qu'ils connaissaient depuis des décennies pouvaient être capables d'une telle manipulation. Après une semaine de conversations épuisantes qui n'allaient nulle part, j'ai opté pour une approche différente. J'ai rédigé un email détaillé exposant les faits de mon enfance, de mon éducation autofinancée et de la conversation que j'avais surprise. Je n'ai pas embelli ni exagéré. La vérité était suffisamment accablante. J'ai envoyé cet email uniquement aux membres de ma famille qui comptaient vraiment, ma grand-mère Rose, qui m'avait toujours montré de la gentillesse. Ma cousine Chloé, qui avait été quelque peu une amie pendant les étés de mon enfance, et mon oncle Bernard, le frère cadet de ma mère, qui avait occasionnellement remarqué et commenté la disparité dans la façon dont mon frère et moi étions traités. Je ne m'attends pas à ce que vous preniez parti, ai-je écrit en conclusion. Je vous demande seulement d'envisager qu'il y ait plus à cette histoire que ce que vous avez entendu. Je me suis retiré d'une situation nuisible et j'espère que vous pourrez respecter cette décision, même si vous ne la comprenez pas pleinement. Les réponses m'ont surprise. Ma grand-mère m'a appelé le lendemain, sa voix tremblant d'émotion. J'ai toujours vu comment il vous traitait différemment, a-t-elle admis. J'ai dit quelque chose à ta mère il y a des années, mais elle m'a ignoré. J'aurais dû être plus insistante. J'aurais dû faire plus pour te protéger. Chloé a répondu par un simple message. Je te crois. Elle a partagé ses propres observations de réunions familiales où Théo recevait l'attention et les éloges, tandis que mes réalisations étaient minimisées ou ignorées. La réponse de l'oncle Bernard fut la plus inattendue. Il m'a invité à déjeuner et, autour d'un plat de pâtes dans un restaurant tranquille, il a révélé qu'il avait récemment coupé les ponts avec ma mère pour des raisons similaires. Ta mère et ton père ont toujours un angle mort quand il s'agit de Théo, a-t-il dit. Je ne suis pas surpris que cela ait dégénéré. Tu as bien fait de te protéger. Ces petites validations étaient des points lumineux guérisseurs dans ce qui était par ailleurs une période d'ajustement difficile. Bien que j'aie été fonctionnellement indépendante de ma famille pendant des années, la finalité de cette rupture a apporté des vagues de chagrin inattendues. Pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je n'avais jamais eu. Des parents qui me protégeaient plutôt que de m'exploiter, qui célébraient plutôt qu'ils n'utilisaient mon succès. Au travail, je me suis plongé dans de nouveaux projets, me portant volontaire pour des défis qui nécessitaient une concentration intense et de longues heures. Mon patron a remarqué mon dévouement accru et l'a confondu avec de l'ambition plutôt qu'une distraction. Quelle que soit la raison de ce feu qui vous anime, je suis pour, a-t-il dit lors de notre examen mensuel. Votre performance a été exceptionnelle.
Les éloges faisaient du bien, un rappel qu'en vie professionnelle, le travail acharné et l'intégrité étaient reconnus et récompensés d'une manière qu'ils n'avaient jamais été dans ma famille. Dans ma vie personnelle, j'ai fait un effort conscient pour renforcer les relations avec les amis qui s'étaient révélés fiables et de soutien. J'avais toujours gardé les gens à une certaine distance, une habitude acquise par des années d'auto-protection émotionnelle. Maintenant, je me suis permis d'être plus vulnérable, partageant davantage mes pensées et sentiments réels. Alice, mon amie la plus proche depuis l'université, avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de compliqué dans ma situation familiale, même si j'en parlais rarement. Je trouvais toujours étrange à quel point tu parlais peu d'eux, a-t-elle dit. Quand je leur ai enfin raconté toute l'histoire un soir, maintenant je comprends pourquoi. 3 mois après la confrontation, j'ai décidé que j'avais besoin d'un changement complet d'environnement. Mon entreprise avait un poste vacant dans leur bureau de Paris et j'ai postulé pour un transfert. Le déménagement signifierait un changement latéral plutôt qu'une promotion, mais l'opportunité de construire une vie dans une nouvelle ville à des milliers de kilomètres de mon passé était trop attrayante pour être ignorée. Lorsque mon transfert a été approuvé, j'ai vendu mon condo pour un profit modeste et je me suis préparé à déménager sur la côte ouest. Le processus de tri de mes affaires, de décision de ce qu'il fallait garder et de ce qu'il fallait jeter, est devenu une métaphore du travail émotionnel que j'effectuais. Les vieux souvenirs de mon enfance et de ma famille sont allés dans une boîte que j'ai rangée plutôt qu'affichée. Pas complètement jetée, mais ne prenant plus de place dans ma vie quotidienne. Paris a offert un nouveau départ. J'ai trouvé un appartement lumineux avec vue sur la Seine, j'ai rejoint un club de randonnée pour explorer mon nouvel environnement et j'ai établi une routine qui privilégiait à la fois la croissance professionnelle et le bien-être personnel. Dans ma nouvelle ville, j'ai également trouvé une ressource inattendue, un groupe de soutien pour adultes issus de familles dysfonctionnelles. La première réunion fut inconfortable, assis en cercle avec des inconnus, admettant à voix haute que les personnes qui auraient dû m'aimer le plus m'avaient plutôt vu comme une ressource à exploiter. Mais alors que d'autres partageaient leurs histoires, j'ai reconnu des schémas et des sentiments qui faisaient écho aux miens. Le soulagement d'être vraiment comprise fut profond. Semaine après semaine, je suis revenu, m'ouvrant progressivement davantage sur mes expériences et écoutant les autres faire de même. Grâce au groupe, j'ai rencontré Arthur, dont les parents avaient hypothéqué leur maison à son nom sans qu'il le sache, et Clara, dont la mère avait systématiquement retourné les membres de la famille contre elle lorsqu'elle avait refusé de continuer à financer le train de vie extravagant de sa mère. Leurs histoires étaient différentes de la mienne dans les détails, mais similaires dans l'essence, des membres de la famille qui considéraient l'amour comme transactionnel, comme conditionnel. La partie la plus difficile, a dit Clara lors d'une séance, c'est d'accepter qu'ils ne seront jamais les parents que vous aviez besoin qu'ils soient. Que quoi que vous fassiez, aussi prospère que vous deveniez, aussi parfaitement que vous vous comportiez, ils ne vous verront jamais clairement ni ne vous aimeront correctement. Ces mots ont résonné profondément. J'avais passé des décennies à essayer de gagner l'amour et l'approbation qui auraient dû être donnés librement, croyant que si je travaillais juste plus dur, réalisais plus, prouvais ma valeur, plus de manière convaincante, mes parents me verraient enfin comme ils voyaient Théo. Accepter que cela n'arriverait jamais était à la fois dévastateur et libérateur. Environ 6 mois après ma nouvelle vie à Paris, j'ai reçu un email de mon cousin Chloé. « Tu devrais savoir », a-t-elle écrit. Théo a fait faillite la semaine dernière. Tes parents ont dit à tout le monde qu'ils avaient dû retirer leur compte de retraite pour l'aider. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la vindication que le désastre financier que j'avais évité de justesse s'était effectivement produit, la tristesse pour mes parents, qui avaient permis à Théo au point de leur propre ruine financière, et une petite satisfaction mesquine. Que justice avait été rendue. Mais surtout, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante d'avoir surpris cette conversation. Reconnaissante d'avoir agi rapidement pour me protéger. Reconnaissante d'avoir trouvé le courage de me libérer de la dynamique familiale toxique qui avait défini une grande partie de ma vie. 1 an après mon déménagement à Paris, j'ai été promu chef d'équipe, gérant un petit groupe d'analystes financiers. Mon appartement était devenu une maison remplie de plantes, d'œuvres d'art que j'aimais, et de meubles choisis pour le confort plutôt que pour le statut. Je m'étais fait de vrais amis, des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Lors de soirées tranquilles, je pensais parfois à ma famille et je me demandais comment ils allaient, non pas avec nostalgie ou regret, mais avec la curiosité détachée qu'on pourrait ressentir pour des connaissances éloignées. Ils avaient façonné ma jeunesse pour le meilleur et pour le pire, mais ils ne déterminaient plus mon bonheur ni ne définissaient mon avenir. J'avais construit quelque chose de précieux, une vie entièrement la mienne,
libre d'exploitation et de manipulation émotionnelle. Cela avait un prix élevé. Mais alors que je regardais le coucher du soleil sur la Seine depuis ma fenêtre, j'ai su sans aucun doute que cela en valait la peine. 3 ans se sont écoulés avec une rapidité remarquable. Ma vie à Paris a développé son propre rythme et sa richesse. J'ai été à nouveau promu, gérant maintenant une équipe plus importante et gérant des relations clients importantes. Mon appartement, autrefois un refuge, était devenu simplement une maison, remplie de souvenirs de dîner avec des amis, de matins calmes avec du café et des livres, et des routines confortables d'une vie bien vécue. J'avais eu des relations occasionnelles, bien que j'abordais les relations avec prudence. Le thérapeute que j'avais commencé à voir peu de temps après mon déménagement m'a aidé à reconnaître comment mes expériences familiales avaient façonné mes modèles d'attachement, ma tendance à trop donner tout en attendant trop peu en retour. Lentement, j'ai appris à établir des limites plus saines, à reconnaître ma propre valeur et à attendre de la réciprocité dans les relations. Mon travail bénévole est devenu une source d'épanouissement inattendue. Une fois par mois, j'animais des ateliers de littératie financière pour de jeunes femmes issues de milieux défavorisés. Les aider à comprendre la gestion de l'argent, la constitution de crédit et l'investissement m'a donné un sentiment de but au-delà de mon succès professionnel. Vous expliquez ces choses comme quelqu'un qui a dû les apprendre à la dure, m'a dit une participante après une session sur les prêts prédateurs. Je l'ai fait, ai-je répondu simplement. Le contact avec ma famille est resté minimal. Ma grand-mère appelait à mes anniversaires et aux fêtes. Chloé et moi échangions des textos occasionnels et nous rencontrions pour un café lorsque je me rendais sur la côte et pour affaires. Mon oncle Bernard envoyait des cartes de Noël avec des mots sincères et réfléchis à l'intérieur. Quant à mes parents et Théo, je n'entendais des nouvelles que par ces rares liens familiaux. Mon père avait pris un deuxième emploi après que les économies de retraite de mes parents aient été épuisées. Ma mère avait vendu la plupart de ses bijoux et de ses sacs à main de marque. Théo avait déménagé en Floride après la faillite, soi-disant pour un nouveau départ. Je ne ressentais aucun plaisir dans leurs difficultés, mais aucune responsabilité pour elles non plus. Les limites que j'avais établies restaient fermes, une protection nécessaire pour mon bien-être durement acquis. Et puis, un mardi matin ordinaire, un email est apparu dans mon compte personnel qui m'a fait m'arrêter à mi-gorgée de café. De Théo Dubois à email.com, sujet, longtemps attendu. L'expéditeur était mon frère. Je n'avais pas bloqué sa nouvelle adresse email après qu'il l'ait changée en déménageant. Pendant plusieurs minutes, je me suis contenté de fixer la notification, débattant si je devais la supprimer sans la lire, ou satisfaire ma curiosité. Finalement, j'ai cliqué. Sophie, je sais que tu n'as probablement aucune raison ou envie d'avoir de mes nouvelles. Je ne te blâmerai pas de supprimer ceci sans le lire, mais j'espère que tu me donneras 5 minutes de ton temps. Je suis en thérapie depuis 1 an, traitant mon addiction au jeu et le désastre financier que j'ai créé. Une partie de mon processus de rétablissement consiste à faire amende honorable envers les personnes que j'ai blessées. Tu es en haut de cette liste. Ce que j'ai essayé de te faire était inexcusable. Il n'y a aucune justification pour avoir tenté de te charger de mes dettes ou pour les années de favoritisme qui ont précédé cette trahison. J'étais gâté, prétentieux, et complètement inconscient de mon propre privilège au sein de notre dynamique familiale. Depuis la faillite, je dois subvenir à mes besoins pour la première fois. Je travaille maintenant à 2 emplois, je vis dans un petit appartement avec des colocataires, et je reconstruis lentement mon crédit un paiement à la fois. En d'autres termes, je vis enfin la réalité que tu as vécue toute ta vie. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne m'attends pas à une relation. Je voulais simplement que tu saches que je reconnais le tort auquel j'ai participé et que je suis sincèrement désolé. Sophie, j'ai lu l'email 3 fois, à la recherche de connotations manipulatrices ou d'agendas cachés. N'en trouvant aucun, j'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre et je suis allé travailler, retournant le message dans mon esprit tout au long de la journée. Ce soir-là, j'ai appelé mon thérapeute pour une séance d'urgence. « Que veux-tu faire » m'a-t-elle demandé après que je lui ai lu l'email. « Je ne sais pas » ai-je admis. Une partie de moi pense que répondre d'une manière ou d'une autre rouvre une porte que j'ai fermée pour de bonnes raisons. Et l'autre partie ? J'ai bien réfléchi à la question. L'autre partie se demande si les gens peuvent vraiment changer. Si le frère qui était prêt à me frauder pouvait devenir quelqu'un capable de remords sincères. Ce sont toutes deux des perspectives valides, a-t-elle dit. Il n'y a pas de bonne réponse ici. Seulement ce qui te semble juste, et tu n'as pas à décider immédiatement.
J'ai suivi son conseil et je me suis donné le temps de traiter. Pendant 2 semaines, j'ai réfléchi à l'email, en discutant avec mon thérapeute et avec des amis proches dont je faisais confiance au jugement. Finalement, j'ai rédigé une brève réponse. Sophie, merci pour votre email. J'apprécie vos excuses et je suis heureuse d'apprendre que vous travaillez sur vous-même. J'ai besoin de temps pour réfléchir à la relation, le cas échéant, que je pourrais avoir avec vous à l'avenir. S'il vous plaît, respectez cette limite, Sophie. Sa réponse est venue en quelques heures. Je comprends tout à fait. Prenez tout le temps nécessaire. Je suis reconnaissante que vous ayez répondu tout de même. 3 mois plus tard, après plus de réflexion et de séances de thérapie, j'ai accepté un appel vidéo. La conversation était maladroite mais étonnamment civile. Théo avait l'air différent. Les vêtements de marque et le sourire confiant remplacés par un simple t-shirt et une expression plus réfléchie. Il m'a parlé de son programme de rétablissement, de son emploi modeste dans une entreprise technologique locale et de sa lutte pour établir une indépendance financière. J'ai partagé des informations limitées sur ma vie à Paris, ma carrière et mon travail bénévole. Nous n'avons pas beaucoup parlé de nos parents, bien qu'il ait mentionné qu'ils avaient toujours des difficultés financières et émotionnelles face aux conséquences de leurs choix. Ils ne comprennent toujours pas pleinement ce qu'ils ont fait de mal, a-t-il admis. Ils se voient comme des victimes des circonstances plutôt que comme les créateurs de leurs propres problèmes. J'ai hoché la tête, sans surprise. Certaines personnes ne développent jamais cette conscience de soi. À la fin de l'appel, nous avons convenu de procéder avec prudence. Des emails mensuels, peut-être un autre appel dans quelques mois. Pas de promesses, pas d'attente, juste une ouverture prudente pour voir si quelque chose de plus sain était possible entre nous en tant qu'adultes. Je ne savais pas si cette reconnexion prudente mènerait quelque chose de significatif, ou si le changement de Théo était temporaire ou permanent, mais j'avais appris suffisamment sur moi-même pour savoir que je pouvais établir des limites et repartir si nécessaire. La plus grande leçon de ce voyage de 3 ans n'a pas été sur la trahison familiale ou la protection financière de soi, bien qu'elles aient été importantes. C'était sur le pouvoir de créer ma propre définition de la famille, de m'entourer de personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. J'avais appris que parfois, s'éloigner des relations toxiques, même des relations de sang, est le seul chemin vers la paix. Que le pardon, quand il vient, est pour votre propre guérison plutôt que pour l'absolution de l'autre personne. Que l'établissement de limites strictes n'est pas égoïste mais nécessaire au bien-être. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur ne dépendait jamais de la reconnaissance de ma famille. Que la sécurité financière que j'avais bâtie, la carrière que j'avais établie, la maison que j'avais créée et les relations que j'avais nouées étaient autant de témoignages de ma propre force et résilience. Parfois, perdre une famille qui n'a jamais vraiment été la vôtre est la seule façon de trouver la paix que vous méritez. Et parfois, se protéger financièrement est la première étape pour se protéger émotionnellement. Alors que je terminais l'appel vidéo avec Théo et que je fermais mon ordinateur portable, je n'ai ressenti ni joie ni appréhension, juste une certitude tranquille que quoi qu'il arrive ensuite, j'irais bien. Je m'étais protégé quand personne d'autre ne le faisait. J'avais construit une vie qui valait la peine d'être vécue selon mes propres termes, et cela, en fin de compte, était la plus grande victoire de toutes. Avez-vous déjà dû vous protéger des personnes qui auraient dû vous protéger? Comment avez-vous trouvé la force d'établir des limites et d'aller de l'avant? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se protéger, même de sa famille. Merci d'avoir écouté mon parcours, et rappelez-vous que parfois la famille que nous choisissons est plus précieuse que la famille dans laquelle nous sommes nés.